Bienvenue tout le monde. On est ravis que vous nous joigniez à nous aujourd'hui. On va attendre un instant car il y a encore quelques personnes qui sont en train de se connecter. Prenez un moment pour vous détendre et nous commencerons dans quelques minutes. Une minute. Ici, devrait avoir la belle musique qui joue. Bonjour à tous. On est très ravis que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. Bon, on va attendre un instant. Et nous allons commencer maintenant car donc, on va lancer cette session d'apprentissage. Donc, encore, merci de vous joindre à nous à la session 3 de la série en 4 parties de développement de fonds 101. Je m'appelle Tracy Vabrick, co-directrice de l'apprentissage et de l'engagement des réseaux de fondations communautaires du Canada. Je suis accompagnée de ma collègue Cindy Lindsay. En tant qu'organisme national, les fondations communautaires du Canada exercent leur activité sur tout le territoire traditionnellement connu sous le nom de l'île de la Tortue. La première fondation communautaire du Canada a été créée aujourd'hui, en 1921 à Winnipeg, au Manitoba, sur le territoire du traité numéro 1. Le personnel travaille lui-même à distance dans 5 provinces différentes. Il est facile d'oublier que même si nous ne résidons pas tous ensemble et que nous n'exerçons pas nos activités au même endroit, notre travail est fondé sur le territoire physique qui est le Canada. Et notre travail est influencé et affecté par les diverses communautés où notre personnel vit. Aujourd'hui, je me connecte avec vous depuis mon domicile à Grand Prairie en Alberta, sur le territoire du traité numéro 8, qui est le territoire traditionnel des Métis, de la Kelly Lake Métis Settlement Society et de la Première Nation Beaver. Et je suis reconnaissante de vivre, d'apprendre et de travailler sur le territoire traditionnel du traité numéro 8 et je continue d'apprendre comment je peux être une meilleure amie de nos communautés autochtones et partager ce parcours avec les premiers habitants de ces terres. Aujourd'hui, des membres du personnel et du conseil d'administration de tout le pays nous rejoignent. J'apprécie chacun d'entre vous pour votre engagement à explorer les moyens de développer votre fondation et pour la manière dont vous travaillez en équipe. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Cette séance est en cours d'enregistrement et sera disponible pour vous par la suite. Cette séance est offerte en français et en anglais. Veuillez sélectionner la langue souhaitée en bas de l'écran. En bas de l'écran de Zoom. Quelques rappels amicaux à propos de Zoom. Pour avoir la meilleure expérience possible, veuillez utiliser l'affichage en galerie. Veuillez activer le mode sourdine et utiliser la boîte de discussion pour les questions et partager vos réflexions et le partage d'idées qui ont été efficaces pour vous et votre fondation. Cette session est prévue pour 60 minutes et nous commencerons par notre présentation, puis passerons une période de questions et réponses de 15 minutes. Comme on a dit, c'est une session la troisième session d'une partie en 4 qui vise à la gestion et l'engagement des donateurs. On est ravis de accueillir Sarah Neary qui va Sarah est la directrice des services philanthropiques de la Fondation de Victoria, la deuxième plus ancienne fondation communautaire du Canada. Sarah s'est jointe à la Fondation en 2008 et travaille avec les conseillers professionnels et leurs clients, établit des relations dans la communauté et améliore les services offerts aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organismes de bienfaisance qui ont établi des fonds à la Fondation. Sarah est originaire de Victoria et
et est diplômée de la faculté de droit de l'Université de Victoria et a occupé le poste de directrice de planification des dons et des successions pour la Fondation de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique avant de rejoindre la Fondation de Victoria. Sarah est un membre actif de l'Association canadienne des professionnels des dons planifiés depuis sa création et a dirigé des dizaines d'articles pour celle-ci et d'autres publications de l'industrie. Conférencière régulière, Sarah croise au partage de son expérience, à l'apprentissage de ses pairs et au mentorat de ceux qui sont novices en matière de planification de dons. Sarah, bienvenue. C'est un honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. Je vais maintenant vous laisser la parole. Merci, Tracy. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Comme Tracy vous a dit, je suis ici au Victoria. C'est le territoire traditionnel du peuple algonquin et de la nation conquise. Mais nos amis au Winnipeg célèbrent 100 ans aujourd'hui. Ça nous montre la longévité des fondations communautaires. Si vous êtes nouveau à ce mouvement ou si ça fait longtemps que vous êtes, on est tous ensemble pour partager tout notre travail. Donc, pour récapituler ce qu'on a fait auparavant, qu'est-ce qui fait les communautés uniques? La planification stratégique. On a regardé aussi comment créer le plan de développement de fonds. Dans les deux sessions, nous avons parlé de la façon de faire fonctionner pour votre fondation. Chaque fondation est unique pour sa communauté et sa base de donateurs et les intermédiaires qui la soutiennent, notamment votre conseil d'administration, votre personnel, ancien et actuel, vos bénéficiaires de subventions, vos partenaires communautaires et vos bailleurs de fonds. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la gestion de l'engagement des donateurs, un élément clé de l'élaboration de vos programmes et de vos activités de développement des relations. Pour le moment, revenons un instant sur votre histoire, qui est la base sur laquelle se développeront vos activités de gestion et l'engagement des donateurs. Rappelez-vous de votre vision, votre déclaration d'une phrase qui décrit le changement inspiré et souhaité à long terme, résultant du travail de votre fondation. On a parlé aussi de votre mission, ce qui vous sert d'étoile directrice lorsque vous envisagez les priorités et les nouvelles initiatives. Et nous avons aussi regardé les valeurs et vos principaux atouts qui aident à définir vos principales priorités stratégiques, ce à quoi vous allez vous concentrer dans votre travail et en fin de compte, ce dont vous serez responsable devant vos donateurs et vos bénéficiaires. Votre histoire et votre passé, les petites et grandes étapes qui vous ont mené à aujourd'hui et aussi à votre avenir, ce que vous prévoyez de faire pour inspirer les dons et avoir un impact sur votre communauté. Votre histoire, c'est votre réputation qui comprend votre professionnalisme et le haut niveau de votre service clientèle, la transparence et la responsabilité de vos actions. C'est aussi investir stratégiquement pour assurer la pérennité de votre fondation et le financement de besoins futurs de votre communauté. Votre histoire est aussi de la curiosité de fait et le fait de poser des questions à vous-même, à votre conseil d'administration, à votre personnel, à vos donateurs et à vos partenaires communautaires afin de vous réunir et de collaborer pour bâtir ensemble la communauté. Alors que je pense à l'anniversaire le centenaire de Winnipeg, celui de Virginia, célèbre le 85e. Et dans notre journal local, régional, on célèbre aussi le PDG qui compte déjà 20 ans avec notre communauté. Alors, même si on a commencé en 1936, je pense qu'on a commencé avec 20 $. Et c'était pas jusqu'à 1969 que les premières subventions commençaient. 7 000 $ qui étaient remontés à 22 000 $. Alors, pensez à ce qui est arrivé entre la guerre, la dépression, beaucoup de changements. Mais en commençant avec 1969, avec les subventions, on est allé de l'avant et de l'avant. Et en 2001, le conseil a décidé, pourquoi pas continuer jusqu'à 70 ans, pour célébrer notre
70e en 2011. Alors, pour arriver à 60 000 $, et là, on est arrivé. Alors, c'est notre passé, notre présent, et là, l'avenir qu'on regarde par l'avant, alors qu'on réunit ces fonds. Alors, de quoi parlons-nous? Les relations avec les donateurs, la gérance et l'engagement. Ça revient à les relations avec le donateur, la gérance et l'engagement. C'est vraiment un concept collectif d'un effort à l'échelle de la Fondation pour faire en sorte que les donateurs qui soutiennent votre travail aient des interactions de haute qualité avec votre fondation et qu'ils soient informés de la manière dont le don est géré et utilisé aux fins prévues par le donateur et de l'impact de ce don. Cela implique le rôle de développement des fonds, mais aussi les finances et les investissements et la gouvernance de votre fondation. Et naturellement, votre personnel de communication sera fortement impliqué dans le partage de ces histoires. Ce travail implique également les bénéficiaires finaux du soutien des donateurs, les bénéficiaires des subventions. Alors, ça revient à relation ou la gérance. Et ces termes sont souvent interchangeables et il existe des missions sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. Tout dépend de votre point de vue, de votre personnel et de qui fait quoi. Certaines activités sont transactionnelles et réglementaires par nature et d'autres peuvent être aussi étendues que vos ressources le permettent. Comme Sherry l'a fait remarquer lors de la dernière session, il est important d'équilibrer les possibilités automatisées et personnalisées d'interaction avec les donateurs et de gestion de ces derniers. Nous devons nous rappeler de développer ces systèmes et ces processus pour nous assurer que nous pouvons faire ce travail. Que vous soyez un petit ou un grand organisme, il existe des moyens de catégoriser vos donateurs et de suivre leur engagement afin de permettre une connexion personnalisée et significative avec un large éventail de donateurs. Nous avons tous de bonnes intentions, mais il peut être très difficile d'acquérir la maîtrise de ce travail dans les systèmes qui vous aident à le faire. Et même si à Victoria, on compte 85 jours, on apprend toujours. En regardant ces images sur la présentation, la gérance, les relations avec les donateurs est vue comme la gérance, c'est l'impact. C'est l'impact pour l'avenir. Et l'engagement, peut-être c'est pas une bague en diamant, mais c'est la base de votre engagement qui va mettre la base pour l'avenir. Alors, en regardant les relations avec les donateurs, il y a 4 catégories. C'est l'acceptation et gestion des dons, vise les politiques et les procédures qui traitent de diverses questions à prendre en compte avant d'accepter les dons et qui garantissent que les dons sont utilisés conformément aux intentions du donateur. La reconnaissance et les processus permettant d'exprimer de manière précise, opportune et significative la gratitude envers votre donateur. La reconnaissance des donateurs, c'est les moyens par lesquels nous reconnaissons publiquement la générosité de nos donateurs. Et les rapports, c'est la façon dont nous racontons l'impact du don du donateur sur notre mission et celle des bénéficiaires de la subvention. Comme nous verrons, la communication d'information est également un rôle clé de la Fondation communautaire dans l'exercice de ses responsabilités fiduciaires. En regardant à l'acceptation des dons, voilà elles définissent les types de dons que vous êtes prêts d'accepter, établissent des normes d'éthique. Vous pouvez comprendre d'autres initiatives. Oui. Et si vous avez des professionnels parmi votre personnel, vous pouvez compter des conseillers, des avocats ou d'autres conseillers. Les politiques d'acceptation des dons protègent votre organisation et vos donateurs contre les risques excessifs, les risques indus et les conflits d'intérêts.
définir qui a le pouvoir de solliciter, d'accepter les dons ou non de votre fondation. Aussi, qui peut refuser, qui peut signer les contrats. La politique d'acceptation des dons aussi peut définir si ça va être accepté cas par cas. Peut-être il s'agit de dons d'actions privées ou de crypto-monnaies, par exemple. Ils garantissent un processus qui permet d'assurer que les intentions du donateur peuvent être satisfaites. Avoir ces conversations franches sur ce que le donateur veut réaliser est important pour lui et pour la réputation de votre fondation. Il peut s'agir d'un soutien à l'une de vos initiatives ou d'une subvention conseillée par le donateur. Vous devez faire de votre mieux pour relier le don du donateur au résultat qu'il souhaite atteindre. Vos politiques traiteront également des seuils pour l'établissement d'un fonds de donation et les types de fonds que vous détenez. Le DAF, désigné discrétionnaire ou autres dons, comment gérer les fonds. Est-ce qu'ils vont tous pour les opérations, la gestion, pour les programmes, pour le développement, les fonds de dotation discrétionnaire ou les trois? Alors, comment trouvons-nous les fonds pour soutenir nos propres initiatives? Comment, si on est restreint, si on restreint nos fonds, comment pouvons-nous faire notre propre travail? Est-ce que c'est fait par nos propres campagnes? Ce sont des questions qui doivent être visées dans les politiques, comme la politique des dons discrétionnaires. Comment les fonds de dépenses ou une partie du capital est allouée chaque année? Avez-vous des fonds d'agence ou un organisme de bienfaisance enregistré reçoit la subvention annuelle? Ce sont des questions qui vont revenir au temps. Les fonds spend down sont nouveaux pour les fondations communautaires. On a vu ça dans l'environnement des institutions financières qui offraient ça aux donateurs. On a aussi, il y a d'autres donateurs qui nous ont demandé pourquoi ne puis-je pas le dépenser durant toute la vie de notre famille. Alors, vous allez voir qu'est-ce que vous allez faire pour votre communauté, mais aussi rechercher aux autres qui ont cette même expérience pour voir comment ça marchait pour eux. Une chose que moi, j'ai appris dans les relations avec le donateur, c'est que peut-être je vais faire content le donateur, mais aussi il faut satisfaire au gouvernement, au conseil d'administration et ceux qui gèrent la fondation. Alors, tout doit être bien regardé. Aussi, c'est comment suivre les fonds, comment il est reçu et le reçu officiel d'un impôt qui est essentiel. C'est critique sur tellement de points. La relation avec le donateur, que vous avez tout marqué bien dans l'oreille, le suivi du soutien par rapport aux dépenses et la conformité avec l'Agence du gouvernement du Canada. Le site de l'ARC contient des informations détaillées sur tout ce qui est requis et critique de respecter ces règles. Le deuxième, c'est la reconnaissance. C'est à la fois une action dirigée vers le donateur et une exigence de conformité aux règles de l'Agence du revenu du Canada concernant la délivrance de reçus. L'expression de gratitude envers le donateur du don doit être exacte afin qu'il sache que le montant du don et son objectif sont compris par votre fondation. Et les remerciements doivent être opportuns dans la mesure où vous pouvez communiquer avec le donateur par lettre, courriel ou appel téléphonique. Vous devez reconnaître le donateur. Il doit être significatif en exprimant la différence que ce don apporterait à votre mission. Le reçu du don doit être à 100% exact. Cela découlera de vos processus internes de don où les dons sont reçus
acheminés par le personnel compétent en matière de développement de finances. La sécurité et la confidentialité des informations, que le don est déposé rapidement et que la délivrance est reçue et précise en temps voulu. Vous devez vous veiller à ce que tous les dons sont titrés, cotés en bourse ou peut-être il y a d'autres dons en nature. La mise à jour du dossier, peut-être si vous avez un portail en ligne, il faut l'ajouter là. Et que ça a été désigné un fonds où il voulait être mis. Alors, travailler à distance a changé la façon dont nous recevons et dont nous donnons les dons. Alors, le personnel travaillant à distance, il faut être certain que tout est tenu en compte avec les diverses plateformes et les donateurs, avec les cartes de crédit et les virements électroniques. Il y a beaucoup de choses à suivre. La rationalisation de cette partie de notre travail a été rendue possible grâce à des systèmes solides et flexibles qui peuvent être adaptés au fur et à mesure. Mais nous devons maintenir la sécurité et la confidentialité à tout moment. Alors, regardons maintenant la reconnaissance des donateurs. Il faut élargir c'est là où vous élargissez votre champ d'action en fonction de votre communauté, de la culture et des valeurs de votre fondation, de vos programmes et de vos ressources. Il s'agit de la forme publique de reconnaissance des donateurs. Il peut s'agir de sociétés de donateurs, de tableaux d'honneur où le donateur est automatiquement engagé ou répertorié en fonction du type ou engagé dans l'activité. Les tableaux d'honneur ou les murs ou listes ou d'honneur peuvent être physiques ou numériques ou les deux. J'imagine que beaucoup de différentes fondations communautaires fonctionnent différemment. Peut-être il peut s'agir dans un théâtre, dans l'hall d'un hôpital ou dans les couloirs d'une école. Encore, c'est ce qui fonctionne pour votre communauté et votre culture, ce qui est important. Ici, à la Fondation de Victoria, on a 2 formes de reconnaissance dans notre hall d'entrée, des photos des membres actuels du conseil d'administration et une liste des anciens présidents du conseil d'administration depuis notre création il y a 85 ans. Nous ne disposons pas d'une liste publique des donateurs en fonction de la valeur de leurs dons. Nous publions uniquement la liste fonds par sol ou par montant de la subvention annuelle. Certains donateurs choisissent d'être anonymes. D'autres le sont par nom ou leur fonds, qu'il s'agisse d'initiales, de lieux favoris ou une fleur ou un nom de rue. La plupart, cependant, se contentent de faire connaître leur nom aux bénéficiaires en nommant les fonds à leur nom de famille. L'un des aspects que nous encourageons, c'est la présentation des donateurs de nos bulletins d'information électronique, nos articles de blog et notre magazine annuel. En fonction de la nature du don, nous pouvons également présenter un donateur et son don dans un communiqué de presse, même si historiquement, nous avons tendance à rester discrets sur ce point. Nous disposons d'un cercle de donateurs historiques. Notre groupe de membres anciens, ils sont tous invités à un événement annuel. Nous avons la chance d'avoir le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique comme parrain de la Fondation et grâce à cette relation, nous avons eu l'honneur d'organiser cet événement à Government House pendant de nombreuses années. Enfin, jusqu'à la dernière année où nous n'avons pas pu nous réunir. Nous invitons également une liste sélective de conseillers professionnels à l'événement annuel, tirée de la liste des références et des avocats agissant pour les dons de succession au cours de l'année précédente. C'est une façon pour nous d'impliquer ces intermédiaires clés dans notre travail et leur démontrer l'impact de la philanthropie dans notre région. Un autre groupe que nous incluons parfois est celui des membres de la famille des déteneurs de fonds que nous avons perdus l'année dernière. Alors, l'établissement des rapports est le point de converge de tout cela, les normes, les systèmes et les moyens par lesquels nous démontrons la responsabilité fiscale d'un don. Il comporte 2 volets, un investissement prudent et les dépenses conformes aux intentions et aux attentes du donateur quant à l'utilisation de son don.
La façon dont nous rendons compte prolonge la gratitude que nous éprouvons pour le don et l'engagement du donateur envers notre organisation. Ce que nous reportons montre l'impact du don. Les programmes de développement des fonds et les moyens par lesquels les gens peuvent s'engager auprès des organismes de bienfaisance de leur choix ont évolué et se sont développés au cours des dernières décennies, tout comme la sophistication des donateurs. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a simplement plus d'informations disponibles au bout de nos doigts sur Google. Il peut s'agir d'une évolution démographique et d'un changement de priorité dans la manière dont les donateurs veulent s'engager. Des dons plus importants ou un plus grand impact, des dons plus axés sur une cause que des dons à des institutions traditionnelles. Ces donateurs informés cherchent à obtenir des résultats, ce qui signifie qu'il faut rendre compte de la façon dont nos dons sont gérés, de la manière dont nous remplissons notre mission et honorons ces intentions des donateurs. C'est la clé de la gérance. Voici 2 définitions de la gérance: la protection des biens d'autrui et la responsabilité de superviser et de protéger quelque chose qui mérite être soigné et préservé. Voilà des mots-clés. La gérance est un mot qui aura des significations différentes selon le contexte. Ceux qui prennent soin des patients ou des étudiants, ceux qui pratiquent leur foi. C'est aussi la protection de la terre et des traditions, de l'environnement. Ce pourrait être une sauvegarde des cultures et des valeurs. Dans le développement des fonds, ça peut être propriété, comptant, art et artefacts et autres actifs naturels. Ce qui me revient à cette question, s'agit-il de la gérance du don ou du donateur? Je pense que nous pouvons et nous devons faire les deux, mais avec des activités, des responsabilités différentes. Alors, regardons. Tout d'abord, la gérance du don, selon la vision traditionnelle du mot. Ici, on regarde la responsabilité fiscale de l'investissement du don. Il s'agit de nos fonds de dotation investis dans la fiducie commune, la mise en place de politiques et de processus pour l'investissement de la gestion des fonds donnés. Quels sont les objectifs d'investissement? Normalement, c'est la préservation du capital avec un rendement cible à long terme pour permettre des allocations annuelles pour les subventions. Où se situe la supervision des gestionnaires de portefeuille d'investissement? Par le comité d'investissement du conseil d'administration. Comment mesurez-vous le rendement? Comment rendez-vous compte aux déteneurs du fonds? Deuxièmement, c'est les dépenses conformes à l'intention et aux attentes du donateur. C'est déterminé par les termes de l'accord de fonds et des recommandations d'octroi. Comment assurez-vous le suivi? Où sont les contrôles et les équilibres? Quelle proportion? Combien est automatisé? Comment pouvez-vous automatiser quelque chose sur une base mensuelle ou annuelle? Que faites-vous lorsque les conditions ne peuvent pas être respectées? L'accord prévoit-il une modification? Quand devez-vous demander un avis juridique? Troisièmement, c'est la conservation des documents et l'intégrité des données. C'est de veiller à maintenir la sécurité de l'information. Il faut avoir un système en place pour sauvegarder les documents et des copies numériques de tous les accords de fonds, des testaments, des polices d'assurance-vie et de tout autre véhicule financier. Ça nous a été rapporté à notre attention la dernière passée. Juste avant la COVID, on a commencé à viser la confidentialité. Et là, une semaine après, on a commencé à travailler à distance. Et on a vu qu'on n'avait pas tous les accords de fonds. Et si vous travaillez de la maison et que vous ne pouvez pas vous rendre au bureau pour aller chercher ce document, c'est très important. Alors, où sont toutes ces données, toutes ces informations? L'attention et l'intégrité sont primordiales et aussi de veiller à la confidentialité des informations et de savoir qui a accès à ces informations. Et alors là, suivre les règles de cette information. Où est cette information? Où la gardez-vous? Et où va-t-elle? La gérance du don aussi consiste à transmettre notre appréciation
permanente du don. Là encore, il y a deux composantes. Une, c'est qualitatif, raconter l'histoire de l'impact du don par l'intermédiaire des bénéficiaires directs, si possible. Imprimé aussi par lettres, cartes, rapports en ligne, bulletins. Alors, sur des bulletins en ligne, des profils de magazines et vidéos. Pour aider aux autres à voir. Alors, c'est la gérance, c'est vraiment de montrer les efforts de tous qui va impliquer votre organisation. La gérance aussi comprend l'aspect quantitatif. Alors, c'est les relevés périodiques des fonds sur papier ou en ligne et les états financiers pour la Fondation dans son ensemble. C'est de démontrer les dons collectifs qui contribuent à la croissance de la Fondation, les actifs passifs et les dépenses. Tout ça fait partie du rapport qu'on doit faire sur les dons qu'on reçoit. Alors, en regardant à la gérance du donateur individuel, on voit que c'est gérer les préférences quant à l'utilisation de son don. Cela variera selon qu'il s'agisse d'un don à fonds permanent ou d'un don annuel qui peut être octroyé sur la base d'un transfert. Pour les dons à fonds permanents, c'est pour les donateurs et pour les donateurs qui font des dons pour l'avenir, la gestion se fera sur un horizon beaucoup plus long. Comment nous communiquons avec eux? Que veulent-ils recevoir? Comment veulent-ils le recevoir et à quelle fréquence? C'est comment nous leur rendons compte et comment nous continuons à nous engager auprès d'eux. Encore, comment veut-il le recevoir? De quelle façon et à quelle fréquence? Et lorsque cela est possible et approprié, ce niveau de gérance peut être transmis à la génération suivante. Ça implique impliquer la famille du titulaire de fonds dans l'octroi des subventions annuelles, d'apprendre les valeurs familiales et la manière dont elles peuvent être exprimées par la philanthropie. Des considérations relatives à la planification de la succession pour le conseiller du donateur ou la planification de la succession d'une fondation privée. Alors, on a parlé beaucoup de la planification des testaments. Voici un exemple, ce que nous avons fait pour essayer de saisir les préférences des donateurs. Voici le formulaire est revu avec le nouveau titulaire de fonds au fur et à mesure qui déroule le processus. Il nous aide à établir les profils du donateur du fonds et au moins, dès le début, il tente de répondre aux attentes du donateur en matière de communication avec lui. Au fur et à mesure de l'évolution de la relation, nous procéderons aux ajustements nécessaires. Nous procédons aussi avec les donateurs individuels et avec les fonds et de nos agences. Un autre donateur important pour la Fondation, ça dépend de la mission. Afin de les spécifier que l'acquisition d'œuvres d'art ou peut-être la conservation de propriétés ou notre écosystème particulier. Alors, notre équipe de services philanthropiques établit les relations et met en place les fonds. Nos équipes de finances et d'investissement sont impliquées dans le suivi de l'investissement du don, dans le rapport trimestriel de fonds et dans l'affectation des subventions aux objectifs du fonds. J'ai commencé avec la Fondation de Victoria. Le personnel était très petit. On n'était pas beaucoup, nombreux. Et on a vu qu'il y avait, on a vu que c'était plutôt une relation financière. Alors, ils recevaient les fonds, géraient les fonds et donnaient les fonds. Alors, en ce qui est notre service en tant que philanthropie. Alors, on a vu qu'il faut se réunir. Alors, on a commencé à donner ça nous a permis d'établir une relation plus approfondie et on a pu répondre aux questions de qu'est-ce que c'est le fonds et comment il va être géré. Mais on a aussi décidé on a donné des séances sur la planification stratégique.
les confidentialités ou aussi pour ce groupe de fondateurs, on a pu publier qui sont les... Est-ce que vous avez été demandé d'être donné une liste de tous ceux qui vous soutiennent? Ça peut être une liste très longue. Alors, voici une façon dont les fondations communautaires peuvent avoir plus attention à leur travail. Alors, vous pouvez utiliser les médias sociaux pour vous faire connaître. Et aussi, on peut donner des formats papier pour faire savoir ce dont vous avez besoin. Tout ce travail est ciblé pour former une relation à long terme, d'avoir des fonds à long terme ou de faire savoir et sensibiliser tout le monde à ce dont vous avez besoin immédiatement. Alors, voici quelques-unes des nombreuses activités de relation avec les donateurs et de gérance que vous pouvez mettre en œuvre. Encore une fois, elles peuvent être aussi vastes que vos ressources le permettent afin de refléter la culture et les valeurs de votre fondation et vos priorités en matière d'engagement avec vos donateurs et votre communauté. Ces activités, ça peut être un simple merci ou des lettres de remerciement, des rapports plus percutants. Puis au cercle et événements de reconnaissance où les donateurs peuvent être invités en raison de la manière dont ils donnent aujourd'hui ou à l'avenir. Cela crée un fort sentiment de communauté et nous permet de partager nos messages avec différents groupes de donateurs. Au fur et à mesure que nous développons cela, ça peut devenir encombrant ou moins significatif. Cette année creuse, comme on pourrait l'appeler, nous a donné un moment pour réfléchir sur des événements passés. Alors, comment aller pour l'avenir? Ou bien nous pouvons continuer avec Zoom et les rencontres en ligne. Il y a quelques ans, on a créé The Gaston Initiative pour les donateurs entre 25 et 50 ans, pour les réunir, pour créer des réseaux et apprendre sur la philanthropie et notre communauté. Ils se sont rencontrés sur une période d'environ 18 mois, ont écouté les leaders du secteur, ont participé à l'octroi de subventions collectives et ont fait participer leur famille à des activités amusantes. Les personnes ou des couples qui ont établi un fonds à vocation arrêtés par le donateur grâce à leurs propres dons qui ont été égales jusqu'à 5 000 $ par la Fondation. Il s'agit d'un exemple d'approche de cohorte pour la gérance et l'engagement de donateurs. Nous invitons également nos déteneurs de fonds, les anciens et actuellement du conseil d'administration, les gouverneurs honoraires et les conseillers locaux à notre journée porte ouverte de Noël dans nos bureaux. Encore une fois, nous avons manqué le plaisir cette année, en 2020. Il est étonnant de voir le nombre de personnels qui vont et viennent lors de la journée porte ouverte et l'on trouve des délicieux plats préparés par notre PDG et certains membres de l'équipe du personnel. Le Cercle Victoria est une autre façon de reconnaître et remercier les donateurs qui font des dons en héritage. Nous l'avons créé pour célébrer leur passion pour l'avenir de notre communauté, pour encourager d'autres personnes à y adhérer. Ça reflète notre longue histoire, comment les individus ont construit notre communauté par leur soutien réfléchi et dévoué à la Fondation. Il a été lancé il y a 10 ans lors que nous célébrions notre 75e anniversaire de la Fondation. Ça donne la reconnaissance pour ceux qui ont assuré l'avenir par un don dans leur testament, une assurance vie, un REER, ou un FERR ou un CELI. La possibilité pour les donateurs actuels de s'identifier et la possibilité d'exprimer notre reconnaissance. Ils sont invités à notre événement annuel où ils apprennent davantage sur la Fondation et notre travail collectif pour notre communauté. Alors, pour se décider du nombre, on a pensé beaucoup et on a vu le Victoria Circle, le cercle Victoria, était le nom idéal. On a une brochure maintenant, un guide et un don et un contenu web. Nous confirmons l'adhésion par une carte d'une page sur laquelle le membre doit être indiqué s'il souhaite rester anonyme ou figurer sur la liste web.
Ils nous viennent par voie de conseillers privés, avec les déteneurs actuels de fonds qui s'auto-identifient. C'est tous ceux qui parlent de leur testament. On mentionne le Victoria Circle. Ils peuvent s'identifier. On a beaucoup de personnel ancien et nouveau qui sont membres. En plus de notre événement annuel, ils reçoivent nos bulletins. Et aussi, on peut impliquer leur famille. Ça peut être, ils sont invités à inviter leur famille ou tout le monde. Il semble qu'il y a beaucoup parmi eux qui ont un membre de la famille qui visite Victoria en ce moment. Alors, c'est un vrai plaisir de les raconter parmi nous. Alors, on raconte leur histoire dans notre magazine et un membre du cercle raconte son histoire et explique comment les autres peuvent s'impliquer dans le cercle. Notre guide de dons explique pourquoi une personne peut vouloir soutenir la communauté, comment s'engager avec la Victoria Foundation et pour le faire, les façons de donner aujourd'hui et à l'avenir. Et mentionne également le cercle Victoria. Et vous voyez, cet arbre, cette photo, c'est la vue qu'on a maintenant. Voici une question intéressante pour changer un peu. Travailler avec les donateurs, avec. Alors, comment se retrouve entre les mains des bénéficiaires pour effectuer le travail? Comment nous assurer que nous entendons les histoires et que nous pouvons les partager avec le déteneur de fonds? La situation est-elle différente lorsque le déteneur du fonds a une relation avec le bénéficiaire? Comment s'assurer que la fondation n'est pas contournée par une communication directe entre le bénéficiaire et le déteneur de fonds? Ou est-ce un problème si nous visons effectivement à être centrés sur le donateur? Le défi est que la subvention qui est faite à partir de fonds n'est pas l'argent du donateur. Elle provient de l'investissement du don initial et doit être reconnue par le bénéficiaire comme une subvention provenant de fonds nommés détenus par la Fondation communautaire. Ce n'est pas un concept facile pour certains donateurs et certains bénéficiaires de subventions. Cela fait partie de notre propre responsabilité quant à la façon dont l'intention du donateur est mise en œuvre. Il est important de demander aux bénéficiaires de la subvention d'envoyer une lettre de remerciement au déteneur de fonds. L'intention de votre fondation est de fournir un rapport supplémentaire de fonction du montant de la subvention. Nous ne voulons pas priver le bénéficiaire de la possibilité d'établir une relation avec le déteneur de fonds. Si ces relations existent indépendamment de fonds, elle se poursuivra de toute façon. Nous voulons faciliter cet engagement tout en tenant compte des préférences du donateur. Peut-être donne-t-il par l'intermédiaire de la fondation de rester anonyme pour être indépendant du bénéficiaire de la subvention. Cela fait partie de l'établissement de notre propre relation avec le déteneur de fonds. Nous informerons auprès de lui. Un autre point, c'est combien d'entre vous se voient demander par le bénéficiaire? Pouvez-vous me parler du donateur? Je mets à jour mon dossier et je veux m'assurer que cette subvention provient de la même personne que celle qui figure dans la base de données de notre organisation Cariatier. S'agira-t-il d'une subvention régulière? Ou puis-je demander un soutien de fonds? Comme Chérie l'a mentionné lors de la dernière session, il existe différents intermédiaires impliqués dans le développement de fonds. Il est important de les tenir informés des priorités de votre fondation, de la manière dont vous les abordez et les respectez et l'impact de votre travail sur votre communauté. Elle démontre que vous avez mis en place des processus de gouvernance solides, que vous pouvez offrir des investissements judicieux avec une supervision rigoureuse et que vos programmes de subvention font l'objet d'une diligence raisonnable. Vous démontrez la force de votre fondation en tant que lieu privilégié de la philanthropie en donnant l'exemple à vos donateurs actuels, à votre conseil d'administration, à vos champions et partenaires communautaires ainsi qu'aux conseillères professionnelles avec lesquels vous travaillez. Vous montrez que votre fondation a un atout précieux pour la communauté et qu'elle mérite leur confiance et leur engagement. Ceci est important pour les recommandations de tous ces intermédiaires, surtout les conseillers professionnels qui se tourneront vers vous pour trouver des solutions pour leurs clients.
En tant qu'organisation parapluie, ayant une connaissance approfondie de la communauté et de la capacité de faciliter l'octroi de nombreuses subventions à partir d'un seul don, la Fondation communautaire est une excellente option pour les conseillers qui aident leurs clients à planifier leur succession ou leur philanthropie annuelle. Alors, voici un exemple d'un cercle d'engagement avec les clients potentiels. J'aime penser au début de l'histoire. Alors, il faut démontrer l'impact des dons. Et là, vous montrez les possibilités d'engagement et de dons avec une invitation à approfondir l'engagement. Et alors que vous faites ça, vous faites correspondre les intérêts du donateur aux besoins et opportunités de la communauté. Vous reconnaissez le don, vous honorez leur intention et par le déploiement du don, vous démontrez l'impact et là, tout commence, recommence. Ça fait toute partie de ce cercle, de comment nous travaillons avec nos donateurs. Merci, Tracy. Voilà mes commentaires et je suis très heureuse de répondre à toute question qui peut survenir. Merci, Sarah. Je dois vous remercier et vous dire que votre session d'aujourd'hui a été incroyable. Vous nous avez donné des guides directrices de comment, de l'importance des processus, des systèmes et des stratégies, alors et tout ce que la COVID a fait changer et comment c'est important de penser là la COVID nous a donné un moment imprévu et on a vu tous les systèmes qui nous sont disponibles et tout ce dont nous devions mettre en place. Alors, c'était vraiment merci de nous faire penser à tout ça. Aussi, c'est l'importance de trouver un endroit où on a tous confiance, c'est-à-dire les relations qui sont significatives et solides et que nous faisions confiance l'un l'autre à tout temps. De créer un portefeuille des donateurs qui est clé pour toutes les fondations. Il y a une question ici dans la boîte de discussion. Il y a beaucoup de messages de félicitations, mais est-ce qu'il y a parmi vous qui a une question précise? Voici votre moment pour pouvoir partager vos questions et de tirer parti de toutes les connaissances de Sarah. Je prie des questions. C'est pas spécifique à cette session, mais Sue de Whistler demande pour le développement de fonds avec une petite fondation. Oui, veuillez activer le micro. Oui. Bonjour. Oui, on vous entend, merci. C'est plus spécifique. Le développement de fonds en général. Alors, de votre session il y a quelques semaines, dans les fondations, en ce qui concerne les fondations plus petites, qu'on est tous un conseil qui travaille et pas qui gouverne. On n'a pas vraiment de personnel, on a un dirigeant cadre qui est juste à temps partiel. Alors, on est juste 2 membres du conseil et 2 membres de développement de fonds. Avez-vous peut-être des conseils? Comment créer le plus d'impact, avoir la meilleure stratégie pour développer des fonds sur le point de vue d'un conseil qui travaille? Alors, parce que comme vous faites partie, les grandes organisations ont un personnel important, mais quand on est un petit groupe, où devons-nous viser pour créer le plus grand impact? Quelles activités sont les plus efficaces? Je vous donne la parole. Merci. Je crois que tout le monde commence petit. Quand notre a déjà commencé ici, je pense qu'elle est quand seulement deux membres du personnel et une travaillait depuis un petit armoire.
Alors, quand vous ne comptez pas du personnel et que vous vous réunissez sur les priorités stratégiques des fondations, il faut pas, il faut pas avoir des grandes idées, mais des idées ciblées, de déterminer quelle est votre direction, quel est le parcours que vous voulez mener. Peut-être ça commence avec les fonds communautaires et que les dons des donateurs viennent plus tard et que rassembler des communautés et des organismes pour qu'ils puissent lancer leur propre initiative. Peut-être vous pouvez commencer à regarder des fonds qui sont qui visent à des causes dans votre propre communauté sur les points que vous voulez adresser. Le conseil peut apprendre plus sur ça, sur les objectifs, qu'est-ce qu'ils visent et quel impact leur soutenir va donner. Alors, en voyant l'importance de ce conseil, ils vont pouvoir ouvrir la parole et, et vous pouvez vous faire savoir sur ce point et vous allez voir que les dons vont commencer à venir. Alors, si vous commencez petit, vous visez sur les fonds de communauté. Oui, alors à, à la Fondation Communauté de Victoria, on visait seulement les fonds communautaires et c'est là notre objectif il y a quelques années. Et quelqu'un a dit pourquoi ne pas faire quelque chose sur la lecture et l'éducation et ci et ça. Et c'était jusqu'à l'année dernière, à cause de la COVID, qu'on a vraiment créé tout un plan de fonds pour cause. Alors, les fonds étaient toujours là, mais là, si, si votre conseil commence à avoir des dons et des subventions qui ont un impact, ils vont voir que leurs fonds vraiment font une différence. Ça va leur donner l'élan pour aller de l'avant. Ne vous concentrez pas trop sur les diamants en qu'ils soient. Ça peut vraiment vous dérouter. Merci, Cindy. Ce que je crois ce que me fait penser quand je pense à la gérance, c'est surtout avec des communautés plus petites qui veulent croître. Dans beaucoup, dans beaucoup des cas, en regardant la prochaine étape, étant donné qu'ils ont tellement à gérer à la fin, on oublie la gérance, qui est importante, la mettre comme priorité. Il faut avoir la gérance solide qui va ensuite mener à recevoir les fonds. Alors, si vous ne vous concentrez pas sur la gérance et les donateurs et comment les attirer vers votre cas, alors vous n'allez pas pouvoir grandir. Alors, oui, vous avez beaucoup à gérer à la fois, mais pour le conseil, ils aiment beaucoup de parler du conseil et tout ce que tout le monde fait et le remerciement. Et la gérance des donateurs actuels est vraiment, vraiment important, leur faire savoir qu'ils sont vraiment appréciés. Merci beaucoup, Cindy. Et merci, Sarah. On a une autre question. C'est une question. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on fait que vous pouvez nous faire mettre de l'avant? Je sais que des fois, je ne donne pas les remerciements assez vite que je devrais. Alors, Sarah, que pensez-vous de si ces moments arrivent, comment nous sortir de là? Et c'est bon, c'est de vraiment comment faire pour dire, quand on fait des erreurs, de dire, bon, on a fait une erreur, on va de l'avant. Quelque chose qui arrive souvent, c'est comment nous nous référons aux individus, aux particuliers. Les sujets de binary, binaire et la différence d'âge dans notre personnel et ceux qui sont, il y en a parmi eux qui
sont habitués à écrire des lettres en papier et d'autres qui utilisent seulement Internet. Alors, c'est de vraiment regarder les donateurs de cette façon aussi, de tenir compte de tout le monde, de comment mettre en place un système qui peut automatiser ça. Alors, pour que ça vous revienne pas et vous heurte, je pense à autres situations, des erreurs avec des reçus fiscaux. On fait des erreurs humaines et c'est juste de les régler aussitôt que possible. Et si vous savez, si vous êtes informé que quelqu'un est décédé, alors d'écrire ça dans votre projet, c'est d'envoyer des cartes pour de condoléances et de veiller au facteur humain dans tout ça. Alors, dans le cercle Victoria, on vise ça. On adresse à certaines personnes comme ci ou comme ça, car c'est la façon dont ils veulent être approchés. Alors, c'est vraiment, il y a d'autres donateurs qui viennent, c'est des nouveaux, année par année. Alors, comment suivre ces personnes? Comment veiller à les respecter leurs préférences? Alors, mais une façon de gérer ça, c'est on a créé l'événement annuel dont tout le monde est invité pour suivre tout le monde et pouvoir continuer leur liste de contacts. Il y a des donateurs qui donnent 5 $ par mois ou 10 $ par mois et de leur faire savoir qu'en donnant ce montant, ils épargnent vraiment. Et si on leur gère à eux, et ça peut être une gérance très générale, car on ne va pas leur accorder une attention très particulière, mais après un temps, ils vont entendre de nous, ils vont voir l'impact qu'on essaye de réaliser. Et là, ils vont essayer de leur faire savoir à tous, de sensibiliser à tous comment suivre à tout le monde et donner les informations à tout le monde exactes et précises. Et oui, vous avez mentionné 2 points importants. C'est la gérance de tout ça et aussi que chaque donateur est important et que tout donateur contribue parce qu'il ou elle apprécie votre fondation et apprécie la façon dont vous aidez la communauté. C'est de vraiment mettre un système en place pour reconnaître chaque donateur et chaque grand ou petit alors on va de l'avant. Donc, j'aimerais vous remercier infiniment pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, votre temps bénévole, et de nous donner votre expertise et vos connaissances. Oh, il me reste une diapositive. Et voilà. Donc, voilà. Ceci était notre session numéro 3 de la gestion des donateurs gestion et engagement des donateurs. Et on vous remercie infiniment comment vous aider à tous de faire de vos fondations communautaires le meilleur qu'elles peuvent être. On est très enthousiaste de la prochaine session qui va être à 1h à 13h, heure de l'Est. La prochaine séance, c'est comment on partage nos histoires et comment on applique ces histoires dans le développement et nos stratégies de fond. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire à la 4e et finale session. Toutes ces sessions sont disponibles dans la bibliothèque des ressources et vous pouvez les écouter quand vous voulez et vous pouvez les partager avec vos équipes et tous les membres de votre fondation aussi. N'oubliez pas d'inscrire dans vos calendriers. On va avoir une séance qui s'appelle On embarque 2021 le 2 à 4 juin. On est très enthousiaste de partager cet événement. Ça va être un événement en ligne
qui va avoir un petit peu de tout pour tous. Alors, l'inscription va s'ouvrir la semaine prochaine et merci beaucoup pour cette semaine. Et on est très ravis de vous rencontrer lors de la prochaine session. Merci à tous. Merci de nous vous accorder notre temps. Merci, Sarah. Merci, Tracy.